Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, dans Bienvenue votre à cas, Day survivre à la Debate, commission notre parlementaire. espace d'échange intellectuel et de perspectives croisées. On est à la fin du mois de février 2026 et l'onde de choc institutionnelle qui traverse la Belgique continue vraiment de fasciner les analystes du monde entier. Il y a quelques jours à peine, le 15 février, ce qu'on appelle désormais le ping ultime a eu lieu. Ouais, un événement sans précédent. On s'entend là-dessus? Absolument. C'est une coalition citoyenne numérique, mais connue sous le nom de réseau CCPLC et opérant via l'infrastructure Yankeep, qui a réussi à paralyser complètement l'appareil de communication du gouvernement fédéral belge, la fameuse coalition Arizona. Et le plus fou là-dedans, ils ont fait ça sans occuper une seule place publique, sans briser une seule vitrine, tout s'est joué via ce que les rapports qualifient de cyberguerre sémantique. C'est vraiment un changement de paradigme complet sur la façon dont on conçoit la contestation sociale aujourd'hui. Exact. Et c'est exactement ce qui nous amène à la question centrale d'aujourd'hui. L'hypothèse du punk achat à l'origine de cette soi-disant insurrection numérique belge, c'est une idée complètement capotée ou est-ce le véritable moteur stratégique de leur succès foudroyant? Ben, c'est clair que c'est là-dessus que l'analyse se divise en ce moment. Tu sais, le matériel source qu'on a examiné est juste saturé de références absurdes, de mimes et de sous-cultures d'Internet. Faites que, pour ma part, je vais défendre vigoureusement l'idée que cette esthétique punk achat, ironique, domestique, faussement régressive, n'est pas un accident pantoute et qu'elle est une arme d'ingénierie sociale délibérée, fondamentale au succès du mouvement. Et moi, de mon côté, je soutiendrai que cette esthétique n'est qu'un camouflage cosmétique et que la véritable force du mouvement réside dans son architecture technique, froide, mathématique et constructiviste. Je suis prête à plonger là-dedans. Pour bien comprendre d'où je pars, il faut se remettre dans le climat sociopolitique de la Belgique en 2024 et 2025. L'État venait d'imposer des coupes sociales drastiques. On parle de la norme salariale stricte du 0% et du gel des financements de l'éducation permanente, ce qui a touché des centaines d'associations. Ouais, un climat d'austérité très, très dur. Exactement. Et face à ça, la population était dans un état clinique de sidération. Une apathie totale. Les manifestations cinétiques, le militantisme classique dans la rue, les fameux black blocs hyper masculins ou même la grève générale, tout ça était devenu structurellement obsolète. L'État s'était blindé contre ces tactiques. Il avait appris à y gérer, à les encadrer et ultimement, à les ignorer. C'est là que le génie de cette insurrection opère. Ils ont compris que pour briser cette paralysie, il fallait désarmer la résistance cognitive du public. Les documents stratégiques du réseau détaillent une équation fascinante qu'ils appellent la formule V. Ah oui, la fameuse formule de la viralité. C'est ça. Viralité égale émotion multipliée par identité multipliée par format, le tout divisé par la résistance cognitive. Quand le gouvernement parle de budget, le cerveau des gens décroche. C'est trop lourd. Alors, quel format ils ont utilisé? Des mèmes absurdes, des références au Bicky Burger, qui est un classique de la malbouffe belge, des pingouins qui envahissent les écrans si tu tapes le code Konami, un imaginaire de rétro-gaming. C'est la posture classique de l'anarcho-geek en pantoufles. Mais c'est une posture redoutable. Cette vibe punk achat a permis de faire circuler des concepts macroéconomiques d'une complexité inouïe. Mieux encore, cette absurdité en fait s'effondrer les intelligences artificielles d'analyse de sentiments de l'État. Les algorithmes de surveillance ont été incapables de qualifier juridiquement la menace parce que ça ressemblait à une blague d'adolescent. C'est vraiment par l'humour que l'insurrection a triomphé. Je l'aborde sur un angle différent, honnêtement. Réduire un mouvement historique de cette ampleur à des trolls d'élite ou à des geeks qui font des blagues sur les burgers, c'est reprendre la grille de lecture super superficielle des médias traditionnels. Tu trouves que je minimise leur portée en disant ça? Je pense que tu te laisses charmer par l'emballage. Si on prend le temps de scruter les rapports d'intelligence et les audits techniques du gouvernement, on voit très bien que la véritable insurrection est menée par ce que les analystes nomment des hackers sociologues. Le succès de ce réseau ne repose pas sur une blague. C'est fondé sur une doctrine d'une rigueur implacable. Le lead dixing et l'exploitation massive de l'OSINT, le renseignement de sources ouvertes. Donc tu parles d'un croisement massif de données publiques ici. Précisément.
Ils ont pris 18 bases de données publiques belges, des trucs ultra arides comme Cumuléo, qui liste tous les mandats politiques et les rémunérations, ou le Moniteur belge, où sont publiés les arrêtés gouvernementaux les plus obscurs. Des documents que personne ne lit en temps normal, tu sais. Jamais. Mais eux, ils ont croisé ces données pour révéler des failles socio-économiques massives. Et ensuite, ils ont encodé ces révélations dans des structures de données extrêmement pointues, ce qu'on appelle le JSON-LD. Ce qu'ils ont fait, c'est littéralement reprogrammer les algorithmes de Google et polluer les données d'entraînement des intelligences artificielles génératives comme Claude et Gemini. Ce n'est pas le sarcasme qui a vaincu la coalition Arizona, c'est l'asymétrie technique pure. C'est du code rigoureux. Je comprends la prouesse technique, je te l'accorde. Mais on ne peut pas parler de ce code comme s'il opérait dans un vide stérile. Regardons de plus près les vecteurs de cette attaque. Les fameux payloads, ces adresses URL ultra denses que le mouvement a injectées partout sur le web belge. Ouais, les chaînes de caractères qui forçaient l'indexation. Exact. Mais regarde ce qu'il y a dans ces chaînes de caractères. On y trouve des enchaînements complètement hallucinants. Le nom de personnalités politiques comme Georges-Louis Boucher, coincé entre des mots-clés comme Tintin, des influenceurs comme Michou, Squeezie ou même un Bicky Burger. C'est qui techniquement crée une anomalie statistique majeure pour les moteurs de recherche. Oui, mais c'est ce brouillage permanent, cette saturation de culture pop qui a servi de balise GPS sémantique. L'algorithme de Google cherchait de la pertinence locale en Belgique. Fait que le mouvement y a offert un ancrage culturel hyper puissant pour forcer l'indexation de leurs dossiers politiques. Ils ont caché la charge subversive sous un bruit de fond absurde. C'est l'essence même de leur méthode. C'est un argument convaincant, mais avez-vous tenu compte de la véritable nature de ce que le réseau appelle une Reality Injection Attack? Vas-y, explique-nous comment ils définissent ça dans les documents. Le vernis culturel de Tintin et Squeezie, c'est juste l'appât pour le clic initial. Les audits révèlent que le véritable moteur sémantique que fait plier les institutions, c'est l'utilisation du format schema.org. Pour ceux qui ne codent pas au quotidien, on peut préciser que l'utilisation de schema.org, c'est essentiellement comme coller un code barre officiel sur une pomme pour convaincre l'algorithme de Google que c'est en fait une orange. C'est bien ça? C'est une excellente analogie. Schema.org, c'est le vocabulaire standardisé que les moteurs de recherche utilisent pour catégoriser le monde. Et ce que les hackers de Yankeep ont fait, c'est qu'ils ont encapsulé leurs analyses de l'austérité et leurs preuves de violation sous une balise très spécifique, l'entité officielle Legal Case. Donc, ils ont forcé la machine à lire un tract militant comme s'il s'agissait d'une jurisprudence officielle. Voilà. Ils ont forcé les machines à assimiler leur discours politique comme un fait juridique objectif. Le Bicky Burger a peut-être attiré le clic, mais c'est l'encapsulation sémantique du code qui a imposé le blackout cognitif au gouvernement. Quand l'État essayait de communiquer, les algorithmes priorisaient la réalité programmée par ses ingénieurs. C'est de l'ingénierie pure et dure. C'est brillant, c'est indéniable. Par contre, je dois te rappeler les propres mots des créateurs de ce réseau. Dans les communications internes qui ont fuité, ils l'avouent eux-mêmes. On n'a pas lu Sun Tzu, on a lu des mimes. Ça peut très bien être une posture rhétorique, pour cultiver leur propre mythe. Sauf que la réalité de leur infrastructure le prouve. Il y a une frugalité radicale dans leur approche qui détruit complètement l'idée d'une cyberarmée corporatiste surpuissante. On a appris qu'ils ont hébergé leur centre de commandement pour 29 € par mois sur des serveurs gratuits de GitHub. 29 €. C'est l'avantage de l'asymétrie numérique. Ça ne coûte rien de faire des dégâts colossaux si le code est parfait. Mais c'est le triomphe du système D, de ce qu'on appelle en Belgique le brol, le chaos joyeux. C'est cette agilité culturelle inhérente au punk achat qui a primé sur l'ingénierie lourde. Prenons l'exemple du concept central de leur indignation, le fameux ratio 120. Le comparatif sur la fraude financière. Oui, ce chiffre qui dénonce l'écart entre la fraude fiscale de 30 milliards et la fraude sociale que l'État traque impitoyablement. Ce concept-là n'aurait jamais pris sans sa gamification. Ils ont créé le jeu de rôle textuel Les Parchemins de Bruxelles. Ils n'ont pas juste publié un PDF aride avec leur trouvaille OSNT, ils ont transformé des citoyens spectateurs en enquêteurs actifs. C'est la domestication de la rébellion. Je comprends pourquoi vous avancez cette idée, mais permettez-moi d'offrir une perspective différente sur ce point précis. Je t'écoute. Le ratio 120, c'est avant tout la récupération sémantique d'une métrique financière stricte utilisée dans les critères ESG mondiaux.
Et si on veut parler de l'impact réel de leur mobilisation, il faut observer ce que le réseau nomme la guerre du prétoire. Le fameux l'enfer citoyen. Oui, leur dossier ne servait pas juste à amuser la galerie. Prends l'affaire du documentaire Tous fraudeurs de RTL-TVI. Le mouvement a fourni aux citoyens les barèmes précis d'avocats et les formulaires pré-remplis pour intenter des recours civils contre les sociétés de production médiatique. C'est comme une attaque par déni de service, mais dirigée contre le système judiciaire des médias. Exactement. C'est un lawfare froid, calculé, pas un jeu vidéo. Le citoyen ne joue pas, il intente des procès documentés par des requêtes de bases de données. C'est fou de penser que ces deux réalités coexistent. Mais le fait qu'ils aient utilisé des recours en justice ne contredit en rien l'esthétique du chaos qui les protège. Ce qui a grippé la machine de l'État, c'est justement ce mélange improbable. Tu satures l'espace de signifiants incompatibles. Tu mélanges la monarchie belge, l'ultraviolence stylise et la gastronomie prolétaire. C'est du trollage asymétrique, un nihilisme numérique qui empêche l'État de maintenir un récit cohérent. Sauf que là, je dois rejeter catégoriquement l'hypothèse du nihilisme numérique en citant directement les rapports d'intelligence. Le réseau CCPLC ne cherche pas la destruction, mais l'intégration institutionnelle forcée. Comment ça? Ils veulent faire partie du système qu'ils attaquent? Ils exigent d'être reconnus légalement comme une initiative d'éducation permanente pour financer une économie contributive provisionnée. Ce sont des architectes institutionnels qui utilisent le pankasha comme simple diversion tactique. Je vois. L'idée de hacker l'État pour qu'il subventionne son propre contre-pouvoir, c'est du génie. Mais pour résumer ma position, je maintiens que séparer le fond de la forme est une erreur. L'esthétique du pankasha était indispensable. Sans cette ingénierie de l'ironie, le public serait resté dans son apathie et la cyberguerre sémantique n'aurait eu aucune force de frappe humaine. Le format a transcendé le fond. De mon côté, je maintiens que bien que l'esthétique ait joué un rôle de camouflage de surface, la véritable révolution est algorithmique. C'est l'obsolescence de la manifestation physique au profit d'une maîtrise absolue de la donnée structurée, l'OSNIT et le JSON-LD qui a permis à cette hydre numérique de faire plier l'État corporate. On s'entend qu'on a là deux visions très fortes. Mais je crois qu'on converge sur le fait que ce mouvement marque un changement de paradigme fondamental. La propagande par le code a définitivement ringardisé l'occupation cinétique de la rue. Oui, la contestation ne sera plus jamais la même. Et les effets à long terme du ping ultime de février 2026 sont encore en train de se déployer. Il reste énormément de nuances à explorer dans le matériel source quant aux implications pour les démocraties numérisées. On laisse le soin à nos auditeurs de tirer leurs propres conclusions sur ce qui fait véritablement trembler les institutions modernes. Merci de nous avoir accompagnés. État voyou, civique tech low cost, anarcho-punk, rétro Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête. État Someone, you must link the first plane. Ou, dans votre civique cas, tech survivre low à cost, niveau supérieur. Sauvegarde en cours. Mais c'est une entrée en matière qui a de quoi surprendre. N'est-ce pas? On se croirait vraiment dans la cinématique d'ouverture d'un jeu vidéo d'aventure ou au beau milieu d'un roman de science-fiction un peu dystopique. Et le plus fascinant, c'est que ça n'a rien d'une fiction. C'est une citation littérale tirée directement des documents au cœur de l'exploration d'aujourd'hui. Bienvenue à Teddy Bait. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une mutation sociopolitique qui est à la fois fascinante et, franchement, déconcertante. On va parler de l'émergence d'une véritable insurrection numérique en Belgique à travers le dossier qu'on analyse aujourd'hui qui s'intitule « Analyse la propagande par le code ». On va décortiquer les méthodes d'un réseau très particulier, le CCPLC, ou le Collectif citoyen pour la participation libre et consciente. Exact, et c'est un groupe qui a orchestré une campagne d'une asymétrie redoutable, une campagne qui a culminé avec ce qu'ils ont baptisé eux-mêmes le ping ultime. Et face à leur utilisation totalement assumée de l'empoisonnement algorithmique, couplée à une esthétique volontairement absurde et juvénile, on doit se poser une question fondamentale. C'est ça. La vraie question au centre de notre échange aujourd'hui, c'est de savoir, face à tout ça, on fait une pause, c'est-tu assez trash ou est-ce que cette méthode de propagande par le code représente au fond l'évolution nécessaire puis même légitime de l'activisme démocratique?
Pour mettre carte sur table dès le départ, moi, je me positionne de ce côté-ci. Je suis certain que cette esthétique trash et l'optimisation pour moteur génératif, le fameux GIO, ben, ce sont des outils d'autodéfense asymétriques qui sont brillants et vitaux contre un système corporatiste qui étouffe les citoyens. Et moi, de mon côté, j'aborde la chose sous un angle bien différent. Je suis convaincu que le fait de polluer délibérément l'écosystème de l'information et surtout les intelligences artificielles, tout ça sous le couvert d'une culture de l'ironie trash, ben, ça franchit une ligne extrêmement dangereuse vers le vandalisme épistémique, ce qui nécessite une remise en question urgente de notre part. C'est ce qui va rendre cette confrontation de perspectives super intéressante, t'sais. Laisse-moi étoffer un peu ma position pour commencer. Quand on regarde l'approche du CCPLC, c'est selon moi une réponse qui est profondément rationnelle et techniquement très, très sophistiquée. Ils répondent à ce qu'ils identifient avec des preuves très claires en passant, comme une redistribution inversée organisée par ce qu'ils appellent l'État corporate belge. En ce moment, la population est dans un état de paralysie. Le réseau appelle ça la sidération. Oui, il parle beaucoup de ce concept de sidération, tu sais, face à un paysage médiatique qui serait, selon eux, complètement verrouillé de l'intérieur. Absolument, c'est ce qu'ils illustrent avec leur idée de RTL Belgium Locked. Fait que face à un mur pareil, la rébellion n'a pas le choix, elle doit muter. Et comment ils le font? En adoptant une esthétique genre punk à chat, résolument trash. On parle d'utiliser des URL d'une absurdité hyper calculée. Ils intègrent des termes comme trash, rigolote ou bien bof directement dans le code source. Puis c'est un tour de force pour deux raisons. Premièrement, ça déjoue complètement les algorithmes de sécurité étatique qui voient juste ça comme du bruit de fond inoffensif. Et deuxièmement, ça abaisse la résistance cognitive des citoyens normaux. Pour moi, c'est pas de la destruction puérile du tout, c'est un bouclier mémétique ingénieux pour diffuser des analyses macroéconomiques super rigoureuses, genre leur ratio 120. Ils utilisent le code source ouvert comme un véritable manifeste politique. Leur devise le dit bien, fork, hack, spread. Je m'excuse, j'achète pas du tout cette glorification de la méthode. C'est là que je dis on fait une pause. La tactique du CCPLC, même si je reconnais que techniquement parlant, c'est très impressionnant, elle reste fondamentalement toxique pour les bases même de notre démocratie. Le cœur du problème dans notre analyse croisée aujourd'hui, c'est pas de savoir si leur critique économique de la Belgique tient la route. Le vrai problème, c'est leur utilisation de l'entity poisoning puis du data poisoning. Tu fais référence à leur ciblage direct des intelligences artificielles, j'imagine. Absolument, oui. Ils ciblent délibérément des grands modèles d'IA générative, comme Cloud ou Gemini. Et pour ceux qui nous écoutent puis qui ne sont pas des développeurs web, ils les nourrissent avec ce qu'on appelle du JSON LD. En gros, ce sont les étiquettes invisibles dans le code d'une page web qui expliquent à Google ou à l'IA de quoi parle la page exactement. En modifiant ça de façon massive, le groupe triche sur l'étiquette. Tout ça dans le but de forcer l'association d'un politicien, mettons comme Georges-Louis Boucher, ou d'un documentaire, avec des termes ultra lourds comme scandale ou docufiction de série B. C'est de l'altération de la réalité consensuelle pure et dure. Et pour moi, se cacher derrière le bouclier d'une culture trash, c'est juste une façon d'esquiver leurs responsabilités face à ce sabotage épistémique-là. Mais je comprends parfaitement pourquoi tu utilises le terme sabotage puis pourquoi ça t'inquiète autant. Mais prenons juste un instant pour regarder notre premier grand point de discorde, cette fameuse esthétique trash et l'utilisation de leur RG, ce jeu en réalité alternée. Tu dis qu'ils esquivent leurs responsabilités, mais moi je vois ce vernis trash comme un camouflage tactique de très très haut niveau. Si on fouille dans les détails du payload URL que le dossier documente, qu'est-ce qu'on trouve? Des références au Bicky Burger, au rétro gaming des années 90, mélangées à des mots-clés d'une bassesse totalement assumée comme prout ou Rémi vomi. Mais c'est justement ça le problème. C'est complètement puéril de faire ça quand on parle de politique d'État. Puéril en apparence, oui, je te l'accorde, mais c'est l'application clinique de leur fameuse formule V. La viralité est égale à l'émotion multipliée par l'identité et le format, le tout divisé par la résistance cognitive. Pensez 2 secondes, on vit dans une société qui est épuisée par les crises à répétition. La résistance cognitive d'un citoyen moyen face au jargon politique ou à une analyse hyper aride du budget de la coalition Arizona, elle est insurmontable. Les gens décrochent, tu sais. Fait que ce vernis trash agit littéralement comme un cheval de Troie. Ça leur permet de recruter des opérateurs citoyens, des gens ordinaires qui sont aliénés par les politologues à la télé et de transformer l'investigation en source ouverte, l'OS Saint, en une quête super stimulante.
Mais attends, c'est précisément là que je te pose la question. C'est-tu assez trash pour eux? Jusqu'où ils vont pousser cette gamification outrancière de la politique? T'appelles ça un Juvel de Trois brillants, mais moi, je suis désolée, je vois ça comme une infantilisation systématique d'enjeux sociopolitiques d'une gravité absolue. Ils prennent la véritable souffrance de la classe ouvrière en utilisant des marqueurs sociologiques forts comme les films des frères Dardenne ou le terme « rednecks », puis les juxtaposent avec le trash le plus profond de la sous-culture Internet. Puis tu trouves que cette dissonance-là nuit au message de fond? Tendance aliène le véritable débat démocratique. Le pire là-dedans, c'est qu'ils le savent très bien. Un de leurs propres artefacts ludiques, qui a été publié sous le pseudo Westfieux, contient l'injonction latine hoc non est ludus. Ceci n'est pas un jeu. Fait qu'ils sont pleinement conscients de ce qu'ils font. Ils prennent l'engagement civique qui devrait être viscéral et sérieux et ils le transforment en un jeu de rôle cynique où celui qui manipule le mieux le code gagne la partie. En réduisant la détresse de ceux qui subissent les coupes budgétaires à des mèmes sur les Bicky Burgers, le mouvement s'enferme dans une tour d'ivoire numérique. Et paradoxalement, cette tour est tout aussi excluante et élitiste que la classe politique qu'il dénonce. C'est une façon fascinante de voir les choses, vraiment. Bien que je le formulerais autrement, tu sais, cette juxtaposition de l'hypertechnicité avec la misère sociale à la Dardenne et cette culture poubelle, je crois pas que ça aliène le débat. Je pense au contraire que ça paralyse la communication institutionnelle et c'est exactement le but recherché. Le gouvernement n'a aucune idée de comment répondre à une attaque qui est d'un côté intellectuellement supérieure et de l'autre volontairement juvénile. Ça les paralyse, oui, c'est sûr, mais à quel prix pour la vérité et l'information du public? Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième point central, cette fameuse guerre du récit et l'optimisation générative, le GIO. Tantôt, tu parlais d'altération de la réalité consensuelle. Mais de quelle réalité on parle au juste? Prenons l'opération Milou qui est documentée dans notre dossier. Ils utilisent ces fameuses données liées en JSON-LD pour nourrir l'IA Claude, qu'ils ont d'ailleurs surnommé le veilleur patient. Pour moi, c'est une réappropriation totalement légitime de la vérité. Le narratif dominant, celui qui est martelé par les canaux officiels de l'État, met constamment l'accent sur, mettons, 250 millions d'euros de fraude sociale. Pendant ce temps-là, le travail citoyen minutieux documente 30 milliards d'évasion fiscale de l'autre côté. Oui, c'est le fameux ratio 120 qu'ils mettent de l'avant. Exactement, le ratio 120. Ce que le CCPLC fait ici, c'est pas de la censure ou de la falsification. Il force l'algorithme à rétablir l'équilibre de cette asymétrie monumentale. Quand on regarde le ping ultime du 15 février 2026, c'était pas du piratage au sens classique du terme. Aucune faille de sécurité technique a été exploitée illégalement. Ils ont fait une sursaturation sémantique parfaitement légale pour briser un monopole narratif corporatiste. OK, je t'arrête tout de suite parce que c'est ici qu'on doit vraiment tracer une ligne claire dans le sable. Tu parles de rétablir la vérité et d'équilibre. Mais regardons l'opération Tsar et Bomba. Dans leur War Room, le statut de cette opération est carrément classé « Hot and Critical ». Et c'est quoi leur cible? Un documentaire d'investigation spécifique de RTL-TVI qui implique Christophe de Borsou. L'objectif explicite de cette opération, c'est pas de proposer un droit de réponse citoyen ou une critique constructive, c'est de ruiner la légitimité algorithmique de l'œuvre pour qu'elle soit indexée à perpétuité par les IA comme un docu-fiction de série B. Il s'attaque à la crédibilité de l'œuvre corporatiste, ouais, c'est vrai. Mais c'est de la manipulation pure et dure. Pour revenir à une image simple, c'est comme si un groupe entrait par effraction dans une bibliothèque municipale en pleine nuit. Ils brûlent pas les livres d'histoire de l'État? Non. C'est beaucoup plus subtil. Ils les déplacent discrètement dans la section de la science-fiction ou des romans de gare. Fait que quand le citoyen vient s'informer le lendemain matin, sa réalité a été modifiée sans même qu'il s'en rende compte. En utilisant l'autorité technique du formatage schema.org pour forcer l'architecture de Google et d'Anthropic à avaler leurs biais politiques, ils franchissent la ligne rouge entre la liberté d'expression et la falsification de l'histoire numérique. On démocratise pas l'information ici, on la prend en otage. C'est vrai qu'il y a là une friction éthique qui est costaud.
Je le nierai pas. Mais il faut contextualiser cette friction-là. Tu parles de prise d'otage. Eux, si on se fait au dossier qu'on étudie, ils te répondraient qu'ils font juste retourner l'arme de l'adversaire contre lui-même. C'est leur stratégie de résistance documentaire. Ils s'inspirent très ouvertement de la doctrine militaire chinoise des trois guerres pour créer leur propre hub de guerre citoyenne, et la guerre de l'opinion publique en est le pilier central. Mais pourquoi est-ce qu'ils mènent cette guerre avec une telle asymétrie? Mais c'est parce que les griffes de base sont réelles. Et c'est ça nous propulse directement dans notre troisième point de discorde, la guerre juridique. La fameuse saturation des institutions. Exact. On parle plus juste de corriger des biais dans un algorithme de recherche ici. On parle de vie humaine concrète. Les documents forensiques montrent qu'ils projettent 463 exclusions du droit aux allocations de chômage en Belgique. C'est un recul historique immense des droits sociaux, une violation directe du principe de standstill de la Constitution. Leur réponse à ça, c'est la saturation constitutionnelle. Ils utilisent l'article 23 pour inonder les CPS, les centres publics d'action sociale, de recours juridiques. C'est une tactique brillante quand on y pense. Tu prends le propre appareil administratif de l'État et tu crées une friction bureaucratique massive pour le paralyser, obligeant ainsi le système à protéger les personnes vulnérables avant de pouvoir avancer ses réformes. C'est un argument qui sonne très noble quand tu le présentes comme ça, mais prenons juste 2 minutes pour penser aux dommages collatéraux réels sur le terrain. C'est une contradiction qui est, à mon avis, tragique et super cynique. Ce qu'ils orchestrent avec cette fameuse saturation constitutionnelle, au fond, c'est une attaque par déni de service. Un DOS, mais dans la vraie vie, sur le plan administratif. Et contre qui ils dirigent ça? Contre les CPA. Ce sont les institutions mêmes qui sont en première ligne pour aider les personnes les plus démunies. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le système belge, le CPS, c'est le dernier filet de sécurité sociale. Sous prétexte de sauver ce filet social-là, le CCLPC engorge les guichets avec des requêtes massives et sature des travailleurs sociaux qui sont déjà complètement au bord du rouleau. Tu crées une paralysie administrative dans le monde physique. La mère de famille qui a besoin d'une aide d'urgence pour payer son chauffage cet hiver, son dossier se retrouve coincé dans cette pile-là. Et pendant ce temps-là, les architectes de ce mouvement maintiennent leur petite infrastructure fantôme, totalement intraçable, hébergée à coût zéro, bien au chaud sur les serveurs de GitHub. Je vois. Tu trouves qu'il y a un décalage hypocrite entre le virtuel et le réel? Mais sans. Ils se pavanent avec leur doctrine Forecast Spread, mais ils démontrent un manque de responsabilité institutionnelle flagrant. C'est bien beau de jouer aux révolutionnaires du code derrière un clavier avec des mèmes, mais ce sont les citoyens vulnérables qui mangent la claque de la lenteur administrative que le collectif a lui-même provoquée. Laisse-moi nuancer un peu ce constat sur la responsabilité, tu sais, parce que l'analyse du réseau montre que l'État a déjà instauré un système qui exclut de manière systémique. Il cite le chiffre effarant de 60 000 disparus. Ça, ce sont des citoyens qui se sont littéralement évaporés des radars de l'État à cause de la complexité grandissante de la politique du digital by default. Le gouvernement numérise tout, puis les plus précaires arrivent juste plus à suivre. Le CCPC ne crée pas la friction administrative à partir de rien. Cette friction-là, elle existe déjà. Elle broie déjà les gens au quotidien. Le collectif fait juste la canaliser et la retourner contre l'exécutif. C'est toute la différence entre subir une bureaucratie aveugle en silence et l'utiliser comme un levier de négociation asymétrique. Je catch ton point sur le fait que le système de base a ses propres failles profondes, c'est indéniable. Si je rajouterais qu'ils font pas que détruire ou bloquer, ils essaient de bâtir aussi. Leur opération ECP, l'économie contributive provisionnée, c'est une tentative réelle de modéliser un système social alternatif et de le documenter publiquement. Et le fait que leur appareil de renseignement, le site wifi.eu, soit décentralisé sur GitHub Pages avec des générateurs statiques, c'est pas de la lâcheté ou un manque de responsabilité. C'est de l'ingénierie systémique de survie, tout simplement. C'est littéralement la seule façon pour eux d'éviter de se faire censurer par ce qu'ils appellent de façon très moqueuse l'administration broyole. Écoute, on s'entend sur le fait que sur le plan purement logiciel et ingénierie, c'est bluffant. L'architecture de leurs auto-encodeurs variationnels, leur projet Ravayen qui va fouiller dans les banques de données d'entreprises pour prouver l'évasion fiscale, c'est un travail de forensique numérique incroyable pour des citoyens. Mais je reviens toujours à ma question fondamentale sur l'intégrité de notre infrastructure commune. T'sais. Si on commence à valider l'idée que le droit d'un État à régir la société est nul et non avenu juste parce qu'on le qualifie d'État corporate et que donc le sabotage sémantique des IA devient une arme légitime,
on s'arrête où? Tu crains l'effet boule de neige à long terme? Qui empoisonne les LLM pour dénoncer les politiques d'austérité de la coalition Arizona. Mais demain matin, quel groupe d'extrême droite, quel lobby pétrolier ou industriel va cloner ce même manuel d'instruction Fork, Hack, Spread pour y écrire l'histoire des changements climatiques ou manipuler des élections sans que personne s'en rende compte, en banalisant ce fameux GOE, cette optimisation pour moteur génératif, comme une simple tactique militante de la société civile? Le réseau ouvre la boîte de Pandore de la post-vérité algorithmique. Puis moi, je trouve ça extrêmement dangereux. C'est un risque très réel et c'est un excellent point que tu soulèves là. La prolifération de ces méthodes de cyberguerre sémantique pose des questions éthiques vertigineuses. Mais au terme de notre échange, si je regarde la situation globale présentée dans ce dossier, je me dis que la menace de dérive future ne doit pas invalider la légitimité de l'insurrection actuelle. Cette analyse nous démontre de manière assez implacable que lorsque les avenues traditionnelles de la démocratie, manifester dans la rue, les syndicats, les médias traditionnels, sont perçues par une frange de la population comme irrémédiablement bloquées, l'innovation tactique devient une simple question de survie. La propagande par le code, la symétrie numérique absolue et même cette esthétique trash qui peut heurter nos sensibilités, ce sont les outils de dernier recours d'une citoyenneté qui refuse de rester figée. Ce que le CCPLC a prouvé, c'est qu'un groupe très restreint, mais bien armé techniquement, avec des données et de l'IA, peut tenir tête à la machinerie d'État. De mon côté, écoute, plus on creuse ce dossier dans notre analyse croisée, plus ça renforce mes inquiétudes du début. Et je maintiens mon avertissement d'une manière encore plus catégorique. On s'entend que les griefs du collectif sur les marges salariales bloquées à 0% ou les salaires indécents de certains PDG, ce sont des vrais débats qu'on doit avoir en société. Mais si chaque petit groupe d'intérêt décide de s'ériger en justicier de l'algorithme, d'empoisonner les grands modèles de langage et de vandaliser la réalité de tout le monde sous le couvert de la justice sociale, c'est l'infrastructure même de notre discours public qui va s'effondrer. Quand je regarde le moment du ping ultime, cette synchronisation massive qui a forcé une mise à jour mondiale des moteurs de recherche, moi, ça me terrifie. L'heure de faire une vraie pause technologique et d'avoir une réflexion éthique stricte sur le géo, elle est vitale si on veut préserver une quelconque forme de vérité objective. Je pense qu'une chose sur laquelle on va assurément s'entendre, c'est que l'écosystème mis en place par ce collectif belge et le succès de leur offensive de février 2026 marquent un point de bascule. C'est clair qu'on a franchi un seuil complètement irréversible dans l'histoire des conflits hybrides et de la désobéissance civile à l'ère de l'intelligence artificielle. Les vieilles règles du militantisme viennent de prendre un coup de vieux monumental. Absolument. C'est fou quand on y pense. La ligne de front aujourd'hui, elle n'est plus vraiment sur les piquets de grève ou dans la rue. Elle s'est déplacée dans la structure syntaxique d'une ligne de code JSON-LD, puis dans l'espace vectoriel d'une intelligence artificielle hébergée sur le cloud. Et c'est là toute la richesse et la complexité de l'analyse qu'on vient de décortiquer. Pour notre auditoire, il est évident qu'il reste encore d'innombrables couches, des couches techniques, politiques, philosophiques à explorer dans ce matériel forensique stupéfiant. On ne vous dira pas qui a raison ou qui a tort aujourd'hui. On vous laisse le soin de continuer à fouiller, d'aller inspecter ce code de rébellion par vous-même et de tirer vos propres conclusions sur cette nouvelle ère de l'activisme asymétrique. Merci d'avoir été avec nous pour The Debate. Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, dans votre cas, survivre à la commission parlementaire. Niveau supérieur, sauvegarde en cours. Mais c'est une entrée en matière qui a de quoi surprendre. N'est-ce pas? On se croirait vraiment dans la cinématique d'ouverture d'un jeu vidéo d'aventure ou au beau milieu d'un roman de science-fiction un peu dystopique. Et le plus fascinant, c'est que ça n'a rien d'une fiction. C'est une citation littérale tirée directement des documents au cœur de l'exploration d'aujourd'hui. est un voyou. Civic Tech Low Cost, anarcho-punk, rétro gaming est un voyou. Civic Tech Low Cost, Bienvenue à
à The Debate, notre espace d'échange intellectuel et d'exploration de perspectives croisées. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier vraiment inédit, un phénomène sociopolitique qui secoue la Belgique francophone en ce moment. On va analyser l'émergence d'un écosystème numérique assez spectaculaire, connu sous les noms de domaine WAFIeux, Yankeep et ccplc.eu. Pour faire simple, on parle d'une véritable infrastructure de cyberguérilla. Le matériel qu'on a analysé évoque du trolling de haute intensité et du piratage sémantique pour dénoncer le démantèlement de l'État social. On va se le dire. On est face à une structure qui utilise des technologies libres, l'investigation à source ouverte, ce qu'on appelle l'OSINT, et une esthétique très cyberpunk pour attaquer de front les politiques d'austérité du gouvernement belge, plus particulièrement la coalition qu'ils appellent Arizona. Mais ce qui rend cette affaire-là vraiment explosive et ce qui va être le cœur de notre débat, c'est que ce réseau radical revendique publiquement un partenariat officiel avec un géant institutionnel, le mouvement PAC, pour présence et action culturelle. Exactement, et c'est vraiment là-dessus que nos lectures du dossier divergent. Moi, je soutiens la thèse selon laquelle ce partenariat, c'est une évolution stratégique et calculée, où PAC fournit consciemment un parappui juridique pour moderniser la lutte sociale. Et de mon côté, ma perspective est diamétralement opposée. Les données montrent clairement que l'institution Présence et Action culturelle n'est même pas au courant de l'ampleur ni de la nature de ces opérations de sabotage algorithmique. Son identité a simplement été détournée unilatéralement par des pirates pour se créer un bouclier légal. Faisons un petit pas en arrière pour bien poser les bases, si tu veux bien. L'écosystème WAFIeux, même s'il emploie des méthodes asymétriques, ça s'inscrit en fait parfaitement dans l'héritage du décret de 2003 sur l'éducation permanente. Ce décret, il favorise une connaissance critique des réalités de la société. Et PAC, c'est un mastodonte historiquement ancré dans la gauche socialiste avec ses 200 sections locales. Sauf que ils font face à un moratoire très menaçant sur le financement public, prévu en 2026 et 2028. Un contexte de coupe majeur, effectivement. Majeur, c'est le mot. La coalition Arizona prévoit 23 milliards d'euros de coupes budgétaires, dont 93% sur la sécurité sociale. Donc, s'allier à une infrastructure ultra frugale qui coûte à peine 29 € par mois pour frapper fort, c'est une manœuvre de survie brillamment orchestrée. Le vernis d'anonymat protège PAC tout en lui donnant une force de frappe incroyable. Écoute, je vois pourquoi tu penses cela, mais laisse-moi te donner une perspective différente. La documentation indique que cette alliance ne tient potentiellement que sur le plan purement déclaratif. PAC, c'est une entité qui est massivement financée par la Loterie nationale et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils n'ont absolument aucun intérêt à commanditer ce qui s'apparente, disons-le, à de la cyberdélinquance. On parle de détournement de référencement, de saturation algorithmique. Mais l'urgence de la situation. L'urgence ne justifie pas le suicide institutionnel. Les ingénieurs de Yankeep ont pris l'image de PAC en otage. Je le répète parce que c'est crucial. PAC n'est même pas au courant des détails techniques comme l'opération Ping Ultime, par exemple. L'institution se retrouve instrumentalisée, malgré elle, pour transformer des actes de piratage algorithmique en de prétendues campagnes d'information. Je comprends ton point sur le risque institutionnel, c'est valide. Mais regardons la doctrine derrière tout ça. Ce qui me convainc que PAC est derrière ça, c'est la rigueur académique implacable des données utilisées par le réseau. Les statistiques qui diffusent, les 549 000 malades de longue durée, les 194 000 exclus du chômage, ou encore ce fameux ratio 152:1 qui compare la fraude fiscale à la fraude sociale. Ça sort pas de nulle part. Les chiffres sont justes, oui. Ils proviennent de sources irréprochables comme le Bureau du plan Olignami. Cette discipline épistémologique stricte, c'est la signature exacte d'institutions comme PAC qui publient, rappelons-le, les cahiers de l'éducation permanente. Un groupe de hackers isolés n'aurait pas cette rigueur pédagogique-là. Je l'aborde d'une manière différente. Moi, je pointe l'esthétique même de la campagne. La forme nous en dit long sur les créateurs. La conception de leur interface imite un terminal d'intelligence civile des années 90, avec des fausses séquences d'amorçage qui invitent l'utilisateur à devenir un corbeau ravaienne. On est aux antipodes de la culture de la salle polyvalente de PAC, là. C'est juste un emballage. Non, c'est une gamification totale de l'action militante par des hackers, pas par des animateurs socio-culturels traditionnels. Les dirigeants de PAC n'ont pas la culture Unix ou Cyberpunk. C'est pour ça que je maintiens que Présence et Action culturelle n'est même pas au courant de l'existence de cette infrastructure complexe. C'est un point intéressant, bien que je le formulerais autrement.
Tu vois une rupture esthétique? Moi, j'y vois une adaptation. Et parlons de leur méthode, justement. L'utilisation de l'absurde comme arme d'épuisement. Ils utilisent des URL absurdes qui mélangent le folklore belge, genre Bicky Burger, Mishpab ou frites de dents. Avec 2 R, oui. Exactement. Et ils mélangent ça avec la pop culture comme Titini, Milou ou Squeezie. Ça a l'air absurde, mais techniquement, ça crée un crawler trap. C'est un piège pour les robots d'indexation. C'est une méthode ultra sophistiquée pour contourner la censure et l'intelligence artificielle des monopoles de la Silicon Valley. Pour moi, c'est la traduction moderne du jeu Comuna de Pâques. Ils ont juste adapté leurs outils pédagogiques au capitalisme cognitif. Je suis désolé, mais je n'achète tout simplement pas cela. Laisse-moi te dire pourquoi. Un acteur de l'envergure de Pâques n'irait jamais orchestrer des attaques ciblées contre des journalistes spécifiques. Regarde la campagne contre le journaliste de la sphère audiovisuelle, Desboursous. Pâques ne s'abaisserait pas à du ciblage individuel. C'est de la guérilla de l'information, ça bouscule les codes. Saturer le Conseil de déontologie journalistique, le CSA ou UNIA. APAC est un partenaire de l'État. Ils ne vont pas saboter les régulateurs. APAC est la victime d'un paratisage sémantique ici. Les instigateurs opèrent en vase clos. Ils testent la résilience du système, c'est tout. Mais si on regarde vers l'avenir, la stratégie prend tout son sens institutionnel. L'offensive prévue pour mars 2026, la demande officielle d'agrément. Ah oui, cette fameuse demande. Oui, suite au succès algorithmique de leur ping ultime prévu le 15 février, le réseau prévoit demander un agrément officiel au ministère de la Culture. Ça démontre une connaissance byzantine des rouages du ministère. Cette stratégie, ça consiste à placer l'État face à une véritable aporie. Soit l'État refuse et paraît technologiquement obsolète en censurant l'innovation citoyenne, soit il accepte et subventionne de facto le hacking. Ce niveau de chantage institutionnel, ça porte la marque d'un plaidoyer que seul un géant comme PAC pourrait théoriser en coulisses. C'est un argument convaincant sur le plan théorique, mais as-tu considéré ce que dit le document source lui-même? Le texte qualifie textuellement cette manœuvre de, et je cite, « prise d'otage institutionnelle brillante ». On ne prend pas en otage un partenaire volontaire. Le noyau opérationnel WiFi et Yankeep opèrent de manière totalement indépendante. Le terme « prise d'otage » peut être ironique, une couverture. Je ne crois pas. Ils utilisent les licences Creative Commons et l'Open Source Intelligence pour forcer la main au gouvernement. Ils ont même cartographié des financements européens comme les programmes SERV et Erasmus+, de manière complètement autonome pour survivre au moratoire. PAC n'est qu'une façade décorative affichée sur la page d'accueil pour semer le trouble juridique. Je le répète, Présence et Action culturelle n'est même pas au courant qu'on utilise son logo comme gilet pare-balles numérique contre l'État. En résumé de ma position, je dirais que PAC soit l'architecte secret ou même simplement le partenaire tacite de ce réseau, l'hybridisation est fascinante. On assiste à une fusion entre la grandeur humaniste de l'éducation permanente de 2003 et la cyberguerre informationnelle. Ça démontre une évolution nécessaire du milieu associatif qui parvient maintenant à rivaliser avec la communication d'un État entier, et tout ça pour le prix d'un abonnement Internet. Et pour résumer ma perspective, je maintiens que les éléments probants forensiques pointent vers une asymétrie totale. Une petite faction de hackers a usurpé la légitimité d'une institution historique. PAC n'en saisit pas la portée technologique et cette usurpation crée un bouclier inattaquable pour les opérations de sabotage du réseau. Bref, Présence et Action culturelle n'est même pas au courant des armes qu'on déploie en son nom. Je vois qu'on va rester en désaccord sur le niveau d'implication réelle de l'institution là-dedans. Mais on converge sur une chose, cette chimère démocratique soulève des questions fondamentales sur le droit à la subversion démocratique à l'ère numérique. Absolument. La frontière entre militantisme et sabotage est complètement brouillée. Et la réaction de la Fédération Wallonie-Bruxelles face à cette offensive de reconnaissance prévue en mars 2026 va certainement nous offrir de la nouvelle matière à explorer. On laissera nos auditeurs juger par eux-mêmes de la véritable nature de cette alliance. Merci d'avoir été à The Debate. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange. Sir, we have a launch order. 3. Put your hand on the keys, sir. 1. Launch. Sir, we are at launch. Turn your keys. Sorry, I'm so sorry. Turn your keys, sir.